Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour Georges Verzin et bienvenue pour notre émission La Chronique Politique Voix de Fait sur Al-Mouatine Radio et TV. Bonjour Lassène, bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Donc Georges Verzin, vous êtes le chef du groupe MR au conseil communal de Schaerbeek. Vous agissez au sein de ce conseil communal en tant qu'opposition. Comment ça se passe concrètement avec l'opposition au sein de la commune de Schaerbeek? Concrètement, c'est très variable, évidemment, selon le type de dossier qui nous est soumis. Il y a des dossiers qui font consensus entre la majorité et l'opposition, pour commencer. Et puis, il y a des dossiers sur lesquels l'opposition elle-même se divise. J'ai plusieurs exemples dont je peux vous parler. Et le plus récent, qui est le plus je dirais, manifeste, c'est l'amendement qui a été introduit le mois passé par le PTB et Maïnour Ozdemir, donc qui est la députée qui a été exclue du CDH par le président Ludgen. Un amendement à quoi? Un amendement au règlement sur le règlement de travail sur les académies de musique de Schaerbeek, qui en fait est un enseignement communal comme les autres écoles. Et il n'y avait pas encore, dans cette académie, il n'y avait pas encore de règlement de travail. En réalité, ce règlement existe depuis longtemps, puisque moi-même, quand j'étais chef d'instruction publique, je l'avais fait voter, mais il n'était pas encore d'application pour l'académie de musique. Alors, il y a un article dans ce règlement de travail qui oblige tous les enseignants, quels qu'ils soient, à faire preuve de neutralité. Et donc à ne pas avoir, soit dans leurs propos, soit dans leurs écrits, soit par leur tenue vestimentaire, de signes extérieurs d'appartenance politique, philosophique ou religieuse. Ce qui, me semble-t-il, est normal dans un service public où tous les citoyens, tous les enfants, tous les enseignés doivent être traités sur le même pied et l'enseignant doit être absolument neutre par rapport à cet enseignement. Et donc, l'amendement du PTB et de Mme Ozdemir consistait à refuser purement et simplement cet article. Alors, évidemment, l'opposition a rejoint en partie la majorité sur cet article, et notamment Mme Onkelings pour le Parti Socialiste et moi-même pour le MR, mais à ma grande surprise, le Parti Socialiste, le groupe socialiste s'est divisé. Et donc 4 élus socialistes issus d'origine soit maghrébine, M. Boujard, M. Donmez, comme pour la communauté turque, M. Koyuncu, Mme Alic, ont soutenu l'amendement du PTB, à la grande colère, évidemment, de Mme Onkelings. Par contre, nous, au MR, les 4 élus ont voté comme un seul homme, seule femme, puisque nous avons Angelina Chan qui est avec nous, et le docteur Kanfaoui et Yvan de Beaufort. Nous avons tous voté, évidemment, l'application intégrale de ce règlement. Ceci pour vous dire que le conseil communal est un lieu de débat, et ce n'est pas toujours bloc contre bloc. C'est souvent, sur des points précis, l'occasion aussi de révéler des points de vue idéologiques très, très, très différents. Et aujourd'hui, pour reprendre l'exemple de ce que je viens de vous parler du PTB, on peut vraiment dire que le PTB à Bruxelles, à Schaerbeek, mais à Bruxelles-Ville aussi, au conseil communal de la ville de Bruxelles, le PTB est devenu un groupe marxiste, populiste. Puisqu'en effet, défendre le port de signes convictionnels religieux dans l'école publique, je pense que Marx doit se retourner dans sa tombe, lui qui disait que la religion, et c'est pas mon opinion, mais c'est l'opinion de Marx, et le PTB est toujours marxiste, Marx disait que la religion était l'opium du peuple. Ok. Et par rapport au groupe MR, justement, que vous représentez au sein de la commune de Schaerbeek, comment ils se comportent, en fait, au sein de la commune d'une manière générale? Je parle géographiquement parlant. Et donc, le groupe MR, évidemment, nous ne sommes que 4 pour l'instant, donc nous partageons le travail. Monsieur de Beaufort, qui est le président de la section conseiller communal, s'occupe beaucoup plus de tout ce qui touche au survol de Schaerbeek par les avions, tout le bruit d'avion. C'est un dossier qu'il a pris en main il y a plusieurs années déjà et qu'il suit
de manière quotidienne pour notre compte. Donc M. de Beaufort travaille beaucoup sur le survol des avions. Madame Chan, Angelina Chan, qui est issue de la communauté chinoise, elle est aussi notre conseillère de police. Et comme conseillère de police, elle suit tous les domaines de la sécurité, mais au conseil communal, elle se spécialise plus sur la défense des commerçants et des classes moyennes, puisque ses parents étaient restaurateurs chinois depuis 50 ans, chaussée de Louvain. Quant au docteur Kanfaoui, il est évidemment très sensibilisé par son métier, puisqu'il est directeur médical de l'hôpital des enfants. Il se consacre évidemment à tous les problèmes de santé, de prévention, mais il est également présent sur tous les aspects de la multiculturalité, de l'interculturalité surtout, et donc de la défense du droit à la différence, dès le moment où celles et ceux qui sont différents, qui se veulent différents en tout ou en partie, respectent les valeurs universelles que nous défendons tous les quatre ensemble. Et votre rôle, vous, M. Georges Verzin, quelle est sa spécificité, quelle est aussi son évaluation par rapport au fait au travail Eh bien, donc moi, évidemment, mon rôle est d'être chef de groupe, donc je suis, entre guillemets, le chef d'orchestre de toutes les interventions que nous faisons, et par définition, si vous voulez, je suis un peu le Premier ministre de l'ombre. Donc je suis, ou le Premier ministre, ou disons plutôt le bourgmestre de l'ombre. C'est-à-dire que moi, en tant que conseiller communal chef de groupe, je suis tous les dossiers. Et j'assiste à toutes les commissions, je suis les dossiers du plus petit jusqu'au plus grand, donc de la petite intervention, parce que, comme j'ai fait ce matin, l'avenue Paul Deschanel est noyée sous les feuilles d'arbres qui sont tombées, ça fait 15 jours qu'on ne les a pas enlevés, et bien ce matin, j'ai fait un mail à M. Sadiq Coxal, qui est échevin de la propreté publique, et en même temps avec copie au bourgmestre, pour leur dire, écoutez, c'est vraiment un vrai problème pour les Scarbecois, parce que les feuilles, ça a l'air banal et anodin, mais si on ne ramasse pas les feuilles, les avaloirs se bouchent. Et il y a des inondations, des inondations dans la rue, voire dans certaines caves. Et donc, c'est un petit dossier, mais voilà le genre de choses que je fais au quotidien. Évidemment, parfois, ça va beaucoup plus loin quand il s'agit de surveiller aussi la manière dont le CPS fonctionne. Vous savez qu'il y a eu un grand débat l'année passée sur des décisions que le groupe écolo, qui a la présidence du CPS, a faites sur de déménager le CPS, qui est un dossier vraiment monumental, qui va coûter en 9 ans 15 millions d'euros à la collectivité pour une location dans un immeuble de bureau de première catégorie devant la RTBF. Et donc ça, c'est un vrai dossier. Et si vous avez un peu le temps, je pourrais vous expliquer l'enjeu qu'il y a derrière ça. Vas-y. Et donc, de déménagement du CPS était vraiment pour nous, pour le MR de Scarbeck, une aberration. Alors, pourquoi est-ce que c'est une aberration? Parce que, évidemment, toutes les personnes qui sont aidées par le CPS, où habitent-elles à Scarbeck? Elles habitent du côté de la rue de Brabant, du côté de la rue Galais, du côté de la rue Josaphat, du côté dans le moyen Scarbeck ou plus loin, mais ils n'habitent en tout cas pas dans le haut Scarbeck, de l'autre côté de la commune, à la limite de Bleuet-Saint-Lambert. Et donc j'ai toujours défendu l'idée pour le MR de Scarbeck que si on devait avoir des services du CPS pour aider et venir en aide aux gens, pour leur rendre leur dignité, il fallait le faire dans des quartiers proches de chez eux et ne pas les obliger à prendre des transports en commun, voire aller à pied, traverser un boulevard Lambermont, une place misère, on dit toujours à Scarbeck, qui est surencombrée, et bref, trouver un lieu à l'intérieur de la commune, proche du lieu où les gens habitent. C'est tout le contraire qu'on a fait. Et non seulement on a fait tout le contraire, mais en plus ça coûte énormément d'argent. 1 750 000 par an fois 9 ans, ça fait environ 15 millions d'euros. Et malgré ça, le CPS continue à chercher toujours une autre localisation définitive. Donc c'est vraiment jeter
l'argent par les portes et fenêtres à un moment où l'argent est rare, où l'argent coûte cher et où je pense que 15 millions d'euros seraient bien plus les bienvenus pour renforcer l'éducation dans nos écoles, pour offrir des garderies gratuites aux enfants, pour offrir des études dirigées, pour effectivement travailler sur la remédiation immédiate que donner ça à un promoteur immobilier allemand qui, lui, fait son chiffre d'affaires sur le dos des citoyens escarbécois. Et justement, tout ce travail que vous faites tous les jours sur le terrain, cet acharnement, cette énergie que vous mettez sur le terrain, quelles seront vos ambitions pour les élections 2018 ou après 2018, M. Georges Verzin? Donc, notre ambition au MR, c'est évidemment de retourner dans une future majorité. Quand on fait de la politique, ce n'est pas pour avoir le plaisir de faire des discours dans la salle du conseil communal une fois par mois. C'est pour avoir la main aux affaires et pouvoir, dans des domaines précis comme la culture, comme l'éducation, mais dans plusieurs départements, d'avoir l'occasion de peser, de prendre des décisions qui concerneront la vie de tous nos concitoyens scarbécois et scarbécoises. Et donc, notre ambition, c'est de faire en sorte que notre chiffre électoral lors des prochaines élections d'octobre 2018 soit suffisamment fort pour que nous puissions doubler notre nombre de conseillers communaux. Ce qui fera en sorte que nous serions, dans cette hypothèse, incontournables pour renforcer une majorité. En 2013, et suite à la vague de la migration, des jeunes Belges de confession musulmane qui partaient vers la Syrie afin de rejoindre le groupe terroriste Daesh, vous avez réagi et mis l'accent sur le rôle important de la commune dans la lutte contre ce phénomène et contre le radicalisme djihadiste. Vous avez dit à ce moment-là qu'il faut apporter une réponse structurée aux jeunes en quête de repères. Dans ce cadre, vous avez proposé la création de ce que vous appelez le conseil ou des conseils locaux du dialogue interculturel et de la citoyenneté. Quelle est la suite de ce dossier? Écoutez, donc c'est vrai que je pense que lorsqu'on parle de radicalisation et d'empêcher effectivement que ces actes horribles terroristes ne puissent se reproduire, il y a évidemment des mesures à court terme, qui sont toutes les mesures de sécurité qui ont été prises par le gouvernement du Premier ministre de Charles Michel, par le ministre de l'Intérieur, par les régions et par les communes. Ça, c'est une chose. Mais évidemment, j'ai toujours considéré que même si cette réponse est importante et immédiate parce que les citoyens ne peuvent pas vivre évidemment dans la peur, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur origine, quelle que soit même leur nationalité, ça ne suffit pas. Alors, il y a évidemment plusieurs choses à faire. La première chose, et pour moi c'est vraiment la plus importante sur le long terme, c'est les cours d'éducation à la citoyenneté et aux philosophies. À partir du moment, comme ça vient de commencer depuis le 1er octobre, dans toutes nos écoles publiques en tout cas, un cours est donné d'1 heure, voire de 2 heures, à partir de 6 ans, de la première année primaire, jusqu'à la fin des humanités. On a, je pense, un bon espoir de voir arriver dans 6 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, une nouvelle génération de jeunes qui maîtriseront beaucoup plus la manière dont on peut être citoyen de notre pays, qui connaîtront les mécanismes du fonctionnement de notre démocratie, à qui on aura appris les différents courants idéologiques qui traversent l'Europe, à qui on aura aussi appris, et c'est là que j'insiste aussi, à connaître l'autre dans sa différence, lorsqu'on aura appris à connaître les différentes religions, les différents courants religieux et philosophiques. Aujourd'hui, le petit catholique va au cours de religion catholique. Il ne connaît que la religion catholique. Le petit musulman va au cours de religion musulmane, il ne connaît que la religion musulmane. Le petit protestant de même et le petit juif la même chose. Et le petit qui ne suit pas de cours de religion mais qui va au cours de morale, connaît le cours de morale mais ne connaît aucune des autres religions. Et donc je pense que si on veut favoriser le vivre ensemble, il faut que depuis le plus jeune âge, indépendamment du fait que chacun des enfants a au départ la religion de ses parents, mais qu'il apprenne à connaître la religion des autres.
et les choix des autres, et que le dialogue s'instaure à travers le cours de religion. Ça, c'est une chose, mais qui est vraiment essentielle. Et qu'en même temps, on explique à ces enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils deviennent des adolescents, toute l'histoire des courants philosophiques qui ont traversé l'humanité depuis que l'homme a commencé à penser. Et donc on commence par exemple, la Mésopotamie, ce qui s'est passé en Perse, avec les différents cultes à l'époque, le culte de Baal, le culte d'Astarté, et puis qu'on aille en Égypte, qu'on voit comment l'homme religieux se vivait au temps des pharaons, et puis comment cette culture s'est transmise via Alexandre le Grand vers la Grèce, et puis la Grèce elle-même a émergé plein de philosophes au 5e siècle avant Jésus-Christ qui ont apporté aussi leur contribution à la compréhension de la place de l'homme dans l'univers. Et puis cette réflexion, évidemment, s'est poursuivie avec l'arrivée d'abord du christianisme, après la religion juive, et puis après, à partir de 623, avec l'émergence de l'islam. Mais le monde ne s'est pas arrêté en 623. Les idées ont continué à évoluer. Vers le XVIe siècle, les protestants sont arrivés, les anglicans sont arrivés. En 1789, Révolution française, le siècle des Lumières. Et là, les réflexions ont dit, on va effectivement, à travers toutes les religions, quelles qu'elles soient, essayer de repérer quelles sont les valeurs qui correspondent, qui traversent toutes les religions, qui traversent toutes les philosophies. Et c'est effectivement, après la Révolution française, qu'on a pu construire avec Voltaire et les autres philosophes de la fin du XVIIIe, on a pu trouver effectivement un consensus sur les valeurs essentielles qui traversent toute l'humanité, indépendamment de tous les choix religieux. Et ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens qui aujourd'hui s'applique à l'ONU, mais c'est aussi applicable évidemment en Europe avec la Convention européenne. Ça, c'est le deuxième axe. Et puis il y a le troisième axe. Parce que ça, c'est effectivement de l'étude, de l'apprentissage, mais il y a aussi l'apprentissage de la citoyenneté au quotidien. Et c'est pour ça que je plaidais, lors de ma dernière interview, pour la mise en place d'un dialogue non pas interculturel, mais interculturel. Alors mon collègue à Schaerbeek, Étienne Noël, qui est l'échevin des cultes, a instauré un dialogue entre les 4 religions. Et de la laïcité. Alors, c'est très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin et faire vraiment faire de ce dialogue un outil permanent de rencontre, de discussion entre les différents courants philosophiques et religieux, au-delà de l'échange des religions et de la reconnaissance de l'autre. Il faut vraiment en faire un outil d'intégration sociale et faire en sorte que chacun des acteurs, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa conviction philosophique, participe à l'émergence d'un vrai vivre ensemble. Okay. Toujours dans le cadre du radicalisme djihadiste, nous savons bien que les 3 personnes qui ont perpétré les attentats terroristes de Bruxelles le 22 mars dernier se cachaient à Schaerbeek. Pensez-vous que cette commune représente ou peut représenter un lieu favorable pour le rassemblement des djihadistes ainsi que pour la planification, l'exécution des autres attentats, peut-être sur la Belgique ou sur Bruxelles? Mais Schaerbeek n'est pas une île déserte au milieu d'un océan tranquille. Donc Schaerbeek, effectivement, est une partie des 19 communes de Bruxelles, et quelqu'un qui veut perpétrer un vol, un homicide, un attentat, que sais-je, va évidemment chercher des sanctuaires où il peut s'abriter en toute discrétion. Alors, on a beaucoup parlé de Molenbeek, on a un peu parlé de Schaerbeek. C'est vrai qu'une des tendances que, je pense, les candidats terroristes ont, c'est d'essayer de se fondre dans la masse. C'est-à-dire d'essayer d'aller dans des quartiers qui sont peuplés par des personnes issues de la même communauté qu'eux. Et pour là passer, entre guillemets, inaperçu, incognito.
Ça ne veut pas dire que pour autant que toute la masse des personnes de ces communautés qui habitent à Schaerbeek, à Molenbeek, à Anderlecht, à Saint-Josse ou dans d'autres communes encore, sont tous évidemment là pour protéger le candidat djihadiste. Il y a peut-être un tout petit pourcentage de gens qui, je dirais, sont peut-être de convictions plus fondamentalistes et on sait le rôle très néfaste que jouent les mosquées salafistes et wahhabites dans l'émergence d'un islam rigoriste, d'un islam moyenâgeux qui n'a rien à voir avec l'islam contemporain moderne que j'aspire, moi, de tous mes voeux. Mais c'est dans ces terreaux-là, évidemment, que des candidats djihadistes vont être recrutés. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics, mais aussi les échevins du culte et la communauté musulmane en tant que telle, doit clairement mettre ces mosquées fondamentalistes hors la loi. Hors la loi, pour éviter justement qu'elles ne servent que de, je dirais, d'excitateurs pour des gens qui, malheureusement, en étant peu cultivés, seraient tentés par le djihad. Pour le reste, Schaerbeek n'est pas loin de là un foyer de propagation des thèses fondamentalistes, que du contraire. Je pense qu'au contraire, depuis des années, le dialogue que le bourgmestre Bernard Clerfailly, que les chemins des cultes Étienne Noël et la grande majorité du conseil communal a nourri avec la communauté de conviction musulmane est telle qu'on a réussi à construire petit à petit, même si ça n'est pas encore suffisant, on a réussi à construire un vivre ensemble qui fait qu'il n'y aura pas à Schaerbeek des débordements qu'on a connus dans d'autres communes. Je pense il y a 10-15 ans à Forêt ou à Saint-Gilles. Schaerbeek, je pense qu'aujourd'hui, raisonnablement, sans dire qu'il n'y aura jamais rien, Schaerbeek, raisonnablement, cette hypothèse peut être rejetée, je pense, assez radicalement. Et si demain vous êtes dans la majorité, Georges Verzin devient bourgmestre de Schaerbeek, qui seront quelles positions, soit les idées ou soit les moyens que vous allez mettre en œuvre justement pour d'un côté lutter contre le radicalisme et de l'autre côté pour participer justement à cette déradicalisation, ou ce processus de déradicalisation lancé un peu partout au niveau national? Mais je pense que c'est évidemment un travail de longue haleine, je l'ai dit il y a 5 minutes. Être bourgmestre, évidemment, c'est une noble ambition. Il y a un bourgmestre en place, je pense, qui fait très bien son travail. L'important n'est pas d'être bourgmestre en tant que tel. L'important est d'être dans une majorité qui veut aller dans une certaine direction. Et donc, j'espère que le dialogue que j'ai avec le bourgmestre Clerfailly ira dans un sens de plus en plus fort, de telle manière que les idées que je professe ici ce soir pourront être partagées par lui-même et les autres composantes de la future majorité. Si évidemment moi je peux émettre un vœu, c'est celui de choisir les futures compétences qui seront les miennes. Et là je pense que la clé, une des grandes clés en tout cas, sur laquelle on a vraiment un levier important au niveau local, c'est la clé de la culture et la clé de l'éducation. Et si mon résultat électoral est bon ou très bon, ou même excellent, ce que j'espère, lors de la prochaine échéance électorale, et que j'ai la possibilité de faire un choix, je préférerais 100 fois être échevin de la culture et de l'éducation plutôt que d'avoir un titre, par exemple, de bourgmestre et ne pas avoir des vrais leviers en main. Et donc, pourquoi culture et pourquoi éducation? Parce que je vous l'ai dit, mes priorités, c'est faire en sorte qu'un enfant qui naît dans une famille d'origine immigrée ou dans une famille socialement pauvre puisse avoir les mêmes chances d'éducation qu'un enfant qui est né dans une famille bourgeoise belgo-belge. Et donc, si on veut faire ça, il faut évidemment que l'école soit à côté des parents et de plus en plus présente. Et de telle sorte que les parents puissent
avoir confiance dans l'école. Et puis se dire, je peux laisser mon enfant de 8 heures du matin, peut-être même jusqu'à 6 heures du soir, et ne le reprendre qu'après. Et après, plus de devoirs à la maison. Mais que pendant ce temps-là, l'enfant puisse bénéficier, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple de garderies gratuites. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'actuel échevin de l'instruction publique a rendu les études dirigées gratuites? C'est très bien. Mais elles ne sont gratuites que pour les enfants qui participent aux garderies. Et les garderies sont payantes. Donc les enfants dont les familles sont les plus pauvres ne vont pas aux garderies puisqu'il faut les payer. Et donc ils n'ont pas d'études dirigées. Je veux en finir avec ça. Et s'il faut demain mettre 500 000 euros, 1 million d'euros pour que les garderies soient vraiment gratuites et que toutes les études soient vraiment dirigées, eh bien je pense qu'il faut mettre le paquet là-dessus. De la même manière, je pense que une des plus grandes causes d'échec scolaire et qui débouche sur le fait que des centaines d'enfants n'ont pas de diplôme quand ils ont 15, 16 ou 18 ans après. C'est le fait qu'ils ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement, qu'ils ne parlent pas le français quand ils arrivent en première année primaire. Et donc, pourquoi? Mais parce que simplement, ils sont éduqués dans une famille turque qui, par maman, toute la journée, et qu'est-ce qu'ils regardent, ou le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télévision turque en turc à la maison. Quand ils vont faire leurs courses avec les parents, chez l'épicier ou le boucher du coin, ils vont faire les courses dans un magasin turc. Et donc, quand ils arrivent à l'école à 6 ans, ils ne parlent pas un mot de français ou alors très mal. Et donc, si on veut casser ça, il faut vraiment, de nouveau, je le dis, mettre le paquet sur ce qu'on appelle la remédiation immédiate, voire travailler par demi-classe. Au lieu d'avoir des classes de 24, prendre les élèves, les 10, 12, 15 élèves qui ont vraiment des difficultés, à part, et leur donner le petit plus qui va leur faire coller au groupe et lutter contre l'échec. Si on fait ça pendant les 3 premières années de la scolarité, ces enfants ne sont pas plus bêtes que des autres. Ils sont aussi intelligents que les autres. Simplement, ils ont un handicap culturel. Eh bien, ma priorité, c'est de combler ces handicaps culturels. Et si je peux négocier quelque chose avec le bourgmestre Claire Failly en 2018, et c'est pour ça que le résultat du MR est extrêmement important, qu'on a besoin d'avoir énormément de voix, parce que c'est toujours, la politique, c'est un rapport de force. Si le résultat du MR est important, je pourrais dire à Bernard Claire Failly, écoutez, maintenant, pour nous, la priorité des priorités, c'est les garderies, la remédiation immédiate et l'égalité des chances pour tous les enfants, quelle que soit leur origine. Okay. Quelle est l'évaluation de Georges Verzin de la performance du gouvernement MR Envia? La période est probablement une des périodes les plus difficiles que l'on ait eu à affronter depuis 20 ans. L'Europe a fait énormément de choses pour les citoyens. L'Europe a permis de développer la culture européenne, les pays européens, l'élargissement de l'Europe depuis qu'elle existe dans un climat de paix. Ça fait plus de 50 ans qu'il n'y a plus de guerre en Europe et c'est fondamental. L'Europe a créé aussi un marché unique, une monnaie unique. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe, à mon sens, est en panne d'idées, parce que je pense que l'Europe a grandi trop vite. Alors d'un côté, on peut le comprendre, parce qu'il y avait une forte demande des anciens pays du bloc de l'Est, les anciens pays communistes, de rallier l'Europe. Mais à cause de cela, évidemment, on n'a pas pu approfondir un certain nombre de dossiers, parce que quand un gâteau est moyen et qu'on le partage en plus petits morceaux, forcément chacun reçoit un petit morceau. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est approfondir le projet européen pour faire grandir le gâteau. Et vous allez voir pourquoi je parle de ça. Parce que le problème du gouvernement de Charles Michel, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui faire grandir le gâteau uniquement dans un seul pays. Bien sûr, on peut faire le tax shift, la réforme fiscale, faire diminuer les charges sur les entreprises. Tout ça est essentiel. Mais si à côté de ça,
il n'y a pas une croissance européenne qui est impulsée par l'Europe, eh bien les taux de croissance vont rester entre 0,5 et 1%, et on restera toujours avec 200, 300, 400, 500 000 chômeurs. Et donc, le gouvernement Michel fait très bien tout ce qu'il fait. Il met en place les conditions nécessaires pour aller plus loin. Contrairement au gouvernement précédent, on a vraiment saisi le taureau par les cornes pour reprendre les rênes de l'économie et relancer nos exportations. Vous savez, la Belgique est un pays qui exporte à 70%. Donc, notre richesse vient de ce que l'on parvient à exporter. Si nos produits sont trop chers, on exporte moins, puisque la compétition, elle est mondiale aujourd'hui. Si on exporte moins, les entreprises vendent moins. Si elles vendent moins, forcément, elles font moins de chiffre d'affaires, et qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent licencier. Donc, si on veut renverser ça, il faut relancer la compétitivité des entreprises. C'est ce que fait le gouvernement Michel. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il faut relancer le processus d'intégration européenne, pas nécessairement au niveau des 27. Il faut le faire entre les pays qui ont envie d'aller plus loin. Et aujourd'hui, comme Louis Michel l'a très bien dit à la tribune du Parlement européen, il faut qu'un petit nombre de pays décident d'avoir une vraie politique industrielle européenne, d'avoir une vraie politique économique européenne, au-delà de la simple politique monétaire, d'avoir une politique de sécurité, une armée européenne, une diplomatie européenne, et derrière ça, la cerise sur le gâteau, et c'est peut-être le plus important, d'avoir une vraie sécurité sociale européenne. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui voient qu'on est concurrencé par des entreprises qui nous envoient des travailleurs venus des pays de l'Est, qui coûtent moins cher. Mais ils coûtent moins cher, pourquoi ? Pas parce qu'ils travaillent plus mal, souvent ils travaillent bien, mais parce que la sécurité sociale qu'ils paient dans leurs entreprises qui sont polonaises, hongroises, bulgares, est beaucoup plus basse qu'en Belgique. Et donc ça coûte moins cher. Et donc il faut rétablir d'urgence l'équilibre pour que, effectivement, non seulement tout le monde en Europe puisse trouver un emploi et qu'on aide à l'émergence des économies des nouveaux pays adhérents, mais qu'en même temps nous protégions nos travailleurs grâce à une meilleure intégration européenne. Le congrès doctrinal que le MR a organisé à Ciné il y a quelques jours, quel est l'objectif général de ce congrès? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Certainement, je pense que le tout grand mérite de ce congrès doctrinal, c'est de montrer à la population belge, bruxelloise et wallonne en tout cas, que le MR est un parti qui réfléchit aux problèmes de société, qui n'est pas un parti des nantis, pas un parti des riches, des rupins, comme dirait Elio Di Rupo. C'est un vrai parti populaire, qui a envie que les gens puissent effectivement se reconnaître dans nos valeurs. Et le mérite de Richard Miller, d'Olivier Chastel et de toute l'équipe qui a travaillé, puisqu'il y a eu 42 réunions, il y a eu des amendements, des centaines d'amendements, c'est une réflexion collective, c'est pas quelques philosophes en chambre qui ont travaillé, c'est vraiment le parti entier qui s'est mis en marche en réflexion. Notre projet, c'est de vraiment, d'une part, montrer que le libéralisme est l'instrument essentiel de la croissance économique, de la croissance de l'emploi, mais aussi d'un rôle important de l'État. Vous savez, pour le MR, l'État, il ne faut pas moins d'État, il faut mieux d'État. Il ne faut pas tout à l'État, comme le PTB ou le Parti socialiste. Il faut que l'initiative privée existe. Mais l'État doit être fort. Fort pour faire quoi? 3 rôles. 1, l'État émancipateur. C'est-à-dire l'État qui, à travers l'école, le financement de l'école et de la sécurité sociale, permet effectivement d'émanciper les enfants, leur donner une chance dans la vie. 2, l'État régulateur. Parce qu'une économie sans règles, c'est, excusez-moi l'expression, c'est surtout organiser la puissance des multinationales et des plus forts. Donc il faut des règles sur le marché que toutes les entreprises respectent, des règles précises, que tout le monde joue le jeu, qu'on n'y ait pas de fraude fiscale, que chaque entreprise paye effectivement le juste impôt.
Et 3, il faut l'État, ce que j'appelle moi l'État redistributeur. C'est le troisième grand rôle de l'État. C'est l'État qui, à travers les cotisations des entreprises et les impôts, redistribue l'argent pour aider ceux d'entre nous qui sont les plus faibles et pour créer justement de la solidarité entre toutes les classes sociales qui peuplent notre pays. Ces 3 rôles-là sont essentiels. Donc, l'avantage immense de ce nouveau projet doctrinal, c'est vraiment 3 choses. 1, remettre notre pays en marche. 2, montrer qu'il faut un État fort et juste. Et 3, effectivement, que le MR est aujourd'hui sur le paysage politique belge, le seul parti qui a mis les valeurs universelles, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à la différence, la tolérance, au pinacle, au premier point de toutes ces valeurs. Et ça, c'est vraiment essentiel. Le deuxième semestre de cette année a été plein de surprises, notamment sur le niveau international. Et par cela, je fais notamment référence à 2 événements, le Brexit et l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Quelle est la lecture personnelle de Georges Verzin sur ces 2 événements surprenants et inattendus? Mais il faut bien se rendre compte que depuis une vingtaine d'années, nombre de gens se sont détournés du politique. À la fois, parfois avec raison, quand on a vu tous les scandales liés à Charleroi, la Carole Laurentienne, le scandale Augusta, mais aussi dans d'autres pays, d'autres scandales politico-financiers, je pense que les gens ont mis un peu tous les politiciens dans le même panier. Et donc se sont détournés de la voie politique. D'un autre côté, il faut aussi se rendre compte qu'un certain nombre de politiques eux-mêmes ont préféré hurler avec les loups plutôt que de prendre vraiment des responsabilités et apporter des vraies solutions aux gens. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence ultime de cela. C'est-à-dire des politiciens de piètre qualité, des politiciens qui ne sont plus des hommes d'État, qui tiennent un langage au peuple qui est un langage que le peuple aime entendre, en critiquant les autres politiques. Alors, ça ne veut pas dire que les autres politiques sont des moutons blancs. Je pense que nous devons chacun battre notre coulpe et balayer devant notre trottoir. Je crois qu'un certain nombre de politiques, et l'exemple de Clinton vient de travailler qu'avec des gens, avec une élite, en oubliant que si démocratie il y a, tout le monde a le droit de vote. Et donc, en ne travaillant pour qu'une élite, je pense que ces politiciens-là ont fait le lit des populistes, ont fait le lit du populisme en Angleterre, et aujourd'hui on se réveille un peu groggy quand on voit quelqu'un comme Trump qui ne porte pas de solution. Allez, est-ce que vous mesurez qui est M. Trump? C'est un multimilliardaire américain. Où a-t-il fait le plus grand nombre de voix dans ce qu'on appelle les États rouillés autour des Grands Lacs, les États où il y a le plus grand taux de chômage? Ça veut dire que des travailleurs américains ou des chômeurs américains ont voté en masse pour quelqu'un qui ne vit dans un monde où ses interlocuteurs, ses amis, sont tous des patrons de multinationales. Est-ce que vous pensez à un seul instant que M. Trump va apporter des solutions à ces gens-là? Donc je crois que le réveil va être douloureux, d'abord pour les Américains, mais si on n'y prend pas garde, pour les Européens aussi. Alors, Trump est élu, l'Angleterre est sortie, et donc arrêtons de pleurer sur le lait répandu. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est nous reprendre en main, reprendre notre destin en main. Et notre destin, il est vraiment européen. Et donc, il faut faire Vous savez, quand un malheur arrive, on peut soit pleurer, soit réfléchir. Et en réfléchissant, dire, ben voilà, ce malheur est l'occasion pour nous de nous relever. Vous savez, moi je suis un ancien joueur de rugby. Je ne marque pas un essai à tous les coups.
Parfois, je me fais plaquer au sol, on m'arrête, et qu'est-ce qu'on fait au rugby? On reprend le ballon, on se relève et on repart au combat. Eh bien, c'est ce combat-là que l'Europe, ensemble, nous devons mener aujourd'hui avec nos concitoyens, en même temps que les citoyens aussi deviennent conscients de l'importance qu'ils ont, mais aussi de faire appel non pas à leur bas instinct, mais surtout à leur intelligence. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens sont intelligents, mais ils doivent aussi être responsables des décisions qu'ils prennent quand ils vont déposer un bulletin dans une urne. Sur le CETA, justement, quelle est votre évaluation par rapport au blocage de la Wallonie? Et qu'est-ce qu'on a obtenu finalement pour accepter de signer le CETA, de signer l'accord? Je pense que le CETA est l'exemple même de la désinformation. Le CETA a été négocié entre 2009 et 2014. Avec un accord donné par le Premier ministre qui était à l'époque Premier ministre dans ce gouvernement-là. C'est M. Elio Di Rupo. Le CETA est un accord où tout qui a été négocié est terminé en 2014. Et maintenant, on est dans la phase de ratification. Le CETA est probablement le meilleur accord que l'Europe puisse concevoir avec un pays extérieur. Parce que loin des effets pervers de la mondialisation, c'est un accord qui met des règles, qui met des rails, qui fait en sorte que chaque pays, le Canada d'un côté, l'Europe de l'autre, puissent, à travers leurs échanges, grandir ensemble. C'est vraiment ça le CETA. Alors tout ce qui s'est passé, en fait, c'est quoi? C'est la peur du Parti socialiste, de la montée du PTB. Et le fait que le PTB, mais aussi une certaine frange du Parti socialiste, ont fait un amalgame entre le CETA et le projet de traité transatlantique avec les États-Unis, qui est gelé parce qu'il était mauvais, mais il est bloqué. Et l'un est totalement différent de l'autre. Et donc quand on fait un amalgame en mettant tout ça, et quand j'entends M. Di Rupo à RTL un dimanche midi dire le CETA, mais quelle horreur! On va voir des poulets lavés au chlore et de la viande aux hormones et des OGM, vous allez manger des maïs génétiquement transformés. Je suis en colère parce que le CETA, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas d'OGM dans le CETA. Les OGM, il y a seuls 53 produits qui ont été approuvés par l'Europe, pour toute l'Europe, sur lesquels on peut avoir des manipulations génétiques. Point à la ligne. Pas d'autres produits. Le poulet au chlore est interdit. La viande aux hormones est interdite. Ne figure pas dans le CETA. Et quand j'entends que certains dans le sud du pays, M. Ludgen du CDH, vient dire nos agriculteurs vont souffrir, et surtout nos éleveurs de porcs. Est-ce que vous savez que la quantité de porcs qui va venir du Canada, sans hormones, sera de 0,35% de la consommation totale de porc dans l'Europe? Idem pour la viande de bœuf, c'est 0,6%. 0,6%. Ça veut dire que 99,4% de la viande que nous allons consommer demain en Europe sera d'origine européenne. Et on a fait croire aux gens l'inverse, le contraire. Et donc je trouve ça scandaleux, c'est vraiment de l'irresponsabilité, ça s'appelle simplement du populisme. Et donc, finalement, la raison a prévalu. Le gouvernement a pu signer l'accord, et donc on a signé tout l'accord tel qu'il était. On a simplement donné des explications complémentaires au Parlement wallon pour expliquer tel ou tel mot qu'il n'avait manifestement pas compris. Et on a donné une garantie, c'est vrai, à M. Magnette, qui est un professeur de droit international, qui craignait que les tribunaux qui allaient arbitrer des différends entre les investisseurs privés et les États ne soient des tribunaux privés. On a pu rassurer M. Magnette, mais c'était déjà aussi dans le cas. C'était une cour internationale de justice et pas un tribunal arbitral privé. Et donc, le mérite de M. Magnette d'avoir mis le dossier et qu'aujourd'hui, ce point-là, en tout cas, a été clarifié. Mais au-delà de ça, tout ce qui a été dit tant par le PTB que par M. Di Rupo et M. Ludgen, excusez-moi, c'est vraiment de la roupie de Sansonnet et je suis honteux d'avoir des politiciens comme ça encore en Belgique.
Pour conclure notre agréable entretien, je vous propose, M. Verzin, de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme, avec un grand H, devrait... L'homme devrait absolument grandir. Grandir et prendre la mesure non seulement des changements climatiques qui affectent notre monde, mais aussi la mesure de l'importance d'être citoyen, adulte, libre et responsable. Pour vous, Dieu est... Dieu est un concept. Dieu est un concept qui permet à chacun d'espérer selon ses convictions, en mettant le nom qu'il veut ou n'en mettant pas, d'espérer qu'il y a après la mort quelque chose peut-être. Être un homme politique aujourd'hui, c'est un devoir, c'est un engagement et je pense que c'est vraiment donner du sens à sa vie. La Belgique de demain sera? Elle sera probablement encore plus fédérale, voire confédérale, mais je pense que reconnaître les diversités en les organisant, c'est continuer à progresser. Monsieur Verzin, merci. Avec plaisir. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis.